Mesdames et messieurs, bonjour. Prenez place, asseyez-vous, prenez une feuille et un stylo, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler IMO, avant de parler crypto dans 15 jours, mais aujourd'hui, ça va être IMO. Alors, avant de vous présenter le sujet et de vous présenter mon invité qui se fait désirer, je veux vous dire 2-3 mots sur le club Shift, le club pour entrepreneurs, le club qui aide les jeunes entrepreneurs à démarrer leur activité, le club qui aide, soutient et donne énormément d'apprentissage pour toutes les personnes qui ont une activité et qui souhaitent la développer, à la fois pour être visible sur les réseaux sociaux, on parle de marketing digital, mais on parle de business et on parle aussi de mindset. Donc, nous sommes une communauté d'entrepreneurs au service des entrepreneurs pour à la fois réussir et s'épanouir, parce que, mesdames et messieurs, vous m'entendez le dire souvent, réussir sans s'épanouir, c'est le pire des échecs. Et chez Shift, on réussit, même quand son invité nous fait des petites galipades comme ça en direct. Alors, juste les événements à venir. Vous savez qu'à chaque fois, j'introduis toujours sur les événements. Je vous rappelle que mardi 7 mai, ce n'est pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y a pas de live exceptionnellement pour cause de j'ai pas le temps, tout simplement. On parlera le 7 mai de crypto et la crypto débutant. Et vous allez voir que ça peut faire un excellent complémentariat. En tout cas, ça va être complémentaire, en tout cas, avec l'immobilier. Le 17 mai, on parlera avec Corinne Moreau des 10 erreurs à éviter dans le onboarding et dans le recrutement, pour ceux qui ont besoin de recruter. Et le 11 juin, on accueillera ma femme, Sandrine, pour parler amour et business. Et Dieu sait que le couple, c'est important quand on veut entreprendre pour à la fois réussir et s'épanouir. Merci encore de votre patience pour cette introduction. Maintenant, on va parler du sujet entrepreneuriat et immobilier. Vous savez que vous m'entendez souvent dire qu'il faut diversifier ses activités, diversifier ses revenus quand on est un entrepreneur. On doit avoir un mindset avec un spectre super large pour à la fois développer ses revenus de son activité, mais aussi investir intelligemment et investir dans la pierre. Est-ce que ça reste encore lucratif ? Est-ce qu'il faut encore le faire en 2024 ? Parce que, oh, mesdames et messieurs, grands seigneurs, les taux ont tellement monté à 4% que pourquoi investir aujourd'hui ? Pourquoi y aller ? C'est tout ce que l'on va voir avec Ludovic aujourd'hui, bien entendu. On va s'adresser à 3 types de personnes, à 3 types de personnes. Je veux qu'on s'adresse aujourd'hui, Ludo, aux jeunes, ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui ont 18, 20 ans, 23 ans, et qu'est-ce qu'ils devraient faire absolument aujourd'hui ? Peut-être que nous n'avons pas fait quand nous étions jeunes, mais pour commencer à diversifier leurs revenus et avoir une vision à long terme, parce que vous savez, dans l'immobilier, ce qui compte, c'est aussi la durée. Donc, on n'a pas forcément les mêmes stratégies quand on a mon âge, c'est-à-dire bientôt 50 ans au mois d'août prochain, ou quand on a 20 ans. On va s'adresser donc à ces jeunes-là. On va s'adresser aussi à tous les entrepreneurs qui sont un peu moins jeunes, qui ont déjà une activité, mais qui n'ont pas énormément de revenus ou qui ont des revenus suffisamment pour vivre. Et quel intérêt serait pour eux d'investir dans l'immobilier ? Et surtout, comment s'y prendre ? Par quoi démarrer ? Donc ça, Ludo, il va nous l'expliquer très très bien. Et puis, on va s'adresser aussi aux entrepreneurs qui fonctionnent bien dans leur activité professionnelle et qui souhaiteraient investir éventuellement, mais ne sont pas forcément des pros de l'immobilier. Peut-être ils ont déjà acheté un bien ou 2 biens, ils sont propriétaires de leurs biens, mais quid d'aller plus loin, de développer quelque chose d'autre ? Eh bien, tout ça, Ludo va pouvoir nous guider, et surtout, de quelle manière faire de l'immobilier, parce que il y a tellement d'immobiliers différents que quand on dit immobilier, c'est comme de parler de communication, parler de marketing. C'est une strate tellement importante qu'il va falloir décortiquer, regarder vers où il ne faut certainement pas aller en ce moment et vers où on pourrait aller en ce moment, justement, en 2024. Ludo, je vous le présente en quelques mots, c'est un ami, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. C'est pour ça que je lui pardonne ce petit retard technique d'introduction. Ludo, en fait, si je devais vous le décrire, Shift, vous savez, Shift, ça veut dire basculer. C'est un terme pour moi qui représente très très bien l'entrepreneuriat. Pour X raisons, passer du salariat à l'entrepreneuriat, passer de la capacité à survivre à la capacité à réussir et à s'épanouir. Mais ça serait Monsieur Shift, en fait. Ludo, pour vous dire, c'est à la fois un entrepreneur. Il a créé plus de 100 entreprises depuis qu'il a démarré. Il a démarré très très jeune. Il pourra éventuellement nous le raconter tout à l'heure. Il a monté un parc immobilier
Je crois que tu as dépassé les 1000 biens à un moment donné, tu as plusieurs centaines aujourd'hui, tu as dépassé les 1000 biens immobiliers. Alors vous savez, quand j'invite quelqu'un sur Shift, j'invite pas n'importe qui. Et il y a tellement de vidéos sur YouTube de personnes qui vous parlent d'immobilier pour vous vendre leur formation parce qu'ils ont acheté déjà 3 ou 4 biens, ce qui est déjà bien, ils se sont lancés. Mais là, aujourd'hui, vous adressez à un monsieur qui en a acheté plus de 1000, qui a créé plus de 100 entreprises et qui, en plus, fait de l'impact social comme j'aime à le défendre, et tu nous en diras 2 mots aussi après par la suite. Ludo, il a écrit un bouquin qui s'appelle Comment j'ai perdu 40 millions d'euros et trouvé une vie pleine de sens. Comment j'ai perdu 40 millions d'euros et trouvé une vie pleine de sens. Et il va nous expliquer comment trouver une vie pleine de sens sans forcément perdre les 40 millions, parce qu'on ne les a pas tous. Donc, voilà, que dire encore sur Ludo? Et il a une chaîne YouTube, vous pouvez le retrouver très très facilement sur YouTube. Il a fait, je crois, plus de 600 vidéos sur l'immobilier et l'entrepreneuriat sur YouTube. Allez le voir, allez l'écouter. Son expertise est juste au top. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose qu'il ne sait pas sur l'immobilier. Maintenant, c'est à moi de me taire et c'est à moi de te donner la parole. Ludo, merci d'être là. Merci d'être un expert Shift au sein du club, de donner un petit peu de ton temps pour faire en sorte aussi que ce club réussisse. Et je sais que tu as déjà répondu à pas mal de messages au sein du club de personnes qui t'ont sollicité. Merci d'être là. Et qu'est-ce que tu aimerais rajouter sur cette présentation? Quelle introduction. Merci, merci Eric, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être déjà, désolé en effet pour le retard, pour les soucis techniques, T'inquiète. mais comme je dis souvent, on peut pas être bon partout. Et moi, j'ai certaines qualités, mais j'ai pas que des qualités comme chacun d'entre nous. J'ai aussi des défauts. Par contre, j'en suis conscient. Je suis conscient que j'ai pas de qualité technique. Et donc, j'ai des personnes à mes côtés qui sont excellentes dans ce domaine-là. Et on salue Franck. Mais merci Franck. Et c'est important peut-être de bien se connaître en fait. Je crois que pour entreprendre ou également pour investir dans l'immobilier, c'est important de bien se connaître, de connaître ses points forts. À certains moments, je me suis battu pour améliorer mes points faibles, c'était du temps de perdu. Donc aujourd'hui, je suis conscient de mes points faibles, je les compense en effet en déléguant par exemple. Mais en tout cas, il y a une chose que j'ai appris avec l'expérience, c'est à mettre le paquet sur les points forts. Là, vraiment, sur ce qui nous fait vibrer, sur ce qu'on a vraiment envie de faire, là, on est vraiment bon. Et c'est ce que je vous invite à faire. Donc, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Tu veux que je commence par quoi, Eric? Qu'est-ce qui te… Un peu ce que je voudrais mettre en tradition sur ces interviews, sur ces lives, c'est que tu me parles d'un shift que tu as eu dans ta vie. Tu as connu des hauts, tu as connu des bas. Tu le dis toi-même sur tes vidéos YouTube, tu le dis aussi dans tes conférences que j'ai vues. Et tu as une très, très, très belle histoire au-delà de tout ce que j'ai pu mettre en avant tout à l'heure. Et, et donc, je voudrais que tu me parles d'un shift que tu voudrais bien nous partager, qui t'a permis de passer d'un bas à un haut, en fait. Et qu'est-ce que tu en as appris et en quoi ça pourrait nous aider, nous, en tant qu'entrepreneurs, dans les défis que l'on a au quotidien, dans le développement de nos activités? Voilà, le shift auquel je pense le plus aujourd'hui, qui a complètement changé ma vie, c'est un dépôt de bilan, parce que j'ai tout connu de l'entrepreneuriat, donc les hauts de l'entrepreneuriat, mais également les bas. Les hauts de l'entrepreneuriat, ça a été l'introduction en bourse d'une de mes sociétés. J'ai revendu cette même société et je suis devenu un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune, donc j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai connu ce côté-là, mais j'ai également connu un côté un peu plus difficile, enfin une expérience un peu plus difficile, donc un dépôt de bilan, mais qui m'a fait faire un shift monumental. Alors, bien évidemment, je le souhaite à personne, ce dépôt de bilan, pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Je le souhaite pas, mais bon, c'était ce qu'il m'a fallu, en fait, pour bouger. Alors, tout à l'heure, tu as eu une bonne réflexion, Eric. Tu nous dis, voilà, pas nécessairement, il faut pas nécessairement gagner 40 millions d'euros ou perdre 40 millions d'euros plutôt pour vivre une vie pleine de sens, c'est certain. Mais moi, il m'a fallu ça, en fait. On est tous différents, encore une fois. Mais moi, pour bouger vraiment, pour que je change ma vie, ma manière d'entreprendre, il a fallu que je rentre dans le dur et que je connaisse donc ce dépôt de bilan qui a été extrêmement douloureux sur le moment.
qui m'a fait tomber très bas. Et puis, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que ce dépôt de bilan, en fait, ça a été une vraie bénédiction parce que ça m'a permis de changer ma vie, ça m'a permis de changer ma manière d'entreprendre. Bien évidemment, je continue à entreprendre parce que c'est mon ADN, c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'aime faire. Mais c'est différent. Je le fais avec beaucoup plus de zen, comme je dis, beaucoup plus de recul, beaucoup plus de distance et surtout avec plaisir. Pendant des années, j'ai voulu forcer les choses. J'étais un entrepreneur qui forçait beaucoup. Je voulais toujours plus de réussite, plus d'entreprises, plus d'argent, etc. Et je forçais les choses. Je me fixais des objectifs. Il fallait absolument que je réalise mes objectifs à la fin de l'année. Aujourd'hui, je suis loin de tout ça. J'écoute beaucoup plus, on va dire, la vie, l'univers. On en parlait juste avant de se connecter avec Eric. J'écoute beaucoup plus tout ce que la vie m'envoie et puis tout ce que mon âme également me dit. Et puis ensuite, je vis et je vis le mieux possible. Alors ça n'empêche pas de gagner de l'argent, bien évidemment. Donc j'en ai perdu beaucoup, mais j'en ai gagné aussi beaucoup. Il y a deux choses qui t'ont sauvé aussi. Je connais ton histoire. Il y a au moins deux choses. Peut-être que une qui m'a beaucoup aidé, c'est mon conjoint, donc Valérie, ma femme qui est restée à mes côtés, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce que quand on connaît des difficultés comme ça, quand on vit des épreuves, bien sûr, on n'est pas tout à fait le même qu'avant. Et j'ai eu cette chance, en fait, de conserver Valérie. Peut-être tu pensais à ça. Et puis après, c'est une des deux qui est hyper importante parce que je le répète toujours, l'équilibre qu'on doit avoir dans l'entrepreneuriat, à la fois sur le couple et puis sur les différentes sphères. Donc c'est pour ça que je veux le renoter ici, que c'est hyper important d'être bien aussi dans son couple. Et c'est pas pour introduire le sujet avec Sandrine qu'on aura dans quelques semaines. Et il y a un deuxième facteur qui est le facteur clé d'aujourd'hui, c'est que si tu n'avais pas eu l'immobilier, ça aurait été plus compliqué pour toi aussi de rebondir. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que grâce à l'immobilier, en fait, j'étais libre. En fait, j'ai développé mon parc immobilier en parallèle de mes entreprises. Et heureusement, mon parc immobilier n'a pas été impacté par le dépôt de bilan de mon entreprise. Donc, ça m'a permis. Donc, j'étais libre déjà financièrement grâce à l'immobilier et j'ai pu continuer à être libre financièrement grâce à l'immobilier. Et ça, bien sûr, on en parlera tout à l'heure. Mais je trouve que c'est extrêmement important pour chaque entrepreneur qui nous écoute de se bâtir une sécurité. Et l'immobilier, ça en fait partie. C'est une valeur refuge pour moi aujourd'hui en période de crise qui peut vraiment nous aider. Et le fait d'avoir une protection comme ça, oui, c'est vrai, ça m'a permis de mieux rebondir. Maintenant, j'aurais pas eu d'immobilier, j'aurais rebondi quand même. Ça aurait été plus long, ça aurait été J'en doute pas. plus douloureux, mais j'aurais rebondi parce que voilà, on peut tous rebondir. Mais c'est vrai que c'est une aide importante. Mais il y a peut-être une troisième chose que je pourrais dire, Eric, c'est le travail sur soi. En fait, c'est le fait de travailler sur moi, parce que j'ai voulu comprendre en fait pourquoi ce dépôt de bilan est arrivé, pourquoi à ce moment-là de ma vie. Et en travaillant sur moi, alors comment on travaille sur soi? On peut suivre des stages de développement personnel, on peut lire des bouquins de spiritualité, de développement personnel, on peut se rapprocher de sages, on peut se rapprocher de personnes dans la spiritualité. Enfin, chacun a sa démarche par rapport à ça. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul et surtout à mieux me connaître. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est essentiel, quoi qu'on fasse dans la vie, c'est essentiel de parfaitement se connaître. Donc voilà, c'est trois clés en effet. Son partenaire dans la vie, bien sûr, c'est fondamental, comme tu disais, avoir un équilibre. L'immobilier, bien évidemment, c'est le sujet qui nous permet de nous entretenir ce soir. Et puis, le travail sur soi, le fait de bien se connaître, également m'a beaucoup aidé. Alors justement, donc on va... Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Non, Eric, vas-y, pardon. Donc, on va aller dans le cœur du sujet, après tout, parce que les gens sont là aussi pour ça, pour l'immobilier. Donc, la vraie question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est encore temps? Est-ce que l'immobilier, c'est pas trop tard? Est-ce que je suis passé à côté du train? Ce qui s'est passé ces dernières années, en gros, depuis la guerre en Ukraine, où on est passé des taux qui étaient à 1 point et des brouettes à aujourd'hui 4 ou voire un peu plus. Donc, on a pris 3 points. On a des capacités d'endettement qui sont, je crois qu'elles ont diminué de 30%.
pour le français, la moyenne. J'aime pas dire le français moyen, mais dans la moyenne. Donc c'est plus compliqué aujourd'hui. Mais est-ce que c'est si compliqué ou est-ce que c'est vraiment plus compliqué ou c'est pas des filtres justement que l'on se met qui nous renvoient dans nos propres croyances, dans nos propres peurs et peut-être que des fois on a l'impression de se connaître trop bien. Tu disais que c'était important de se connaître et que finalement on a toujours ces peurs de se dire est-ce que je vais faire une erreur, est-ce que je vais perdre mon argent, est-ce que il faut que j'attende l'année prochaine, est-ce qu'il faut que j'attende l'année prochaine, est-ce que le bien que j'achète il est correctement valorisé et finalement en fait on fait jamais rien. On fait jamais Alors, rien. Et moi, je voudrais ton avis là-dessus. 2024, malgré ces taux, malgré les capacités d'emprunt qui ont été diminuées, est-ce que finalement, on n'est pas devenu sur un marché d'acheteurs plutôt qu'un marché de vendeurs, en fait, tout simplement, dans oui, un nouveau alors cycle? pour moi, c'est une excellente période pour investir dans l'immobilier. C'est une bien meilleure période pour investir dans l'immobilier qu'il y a 2 ans ou 3 ans, alors que les taux étaient beaucoup plus bas. En effet, il y a 2-3 ans, les taux d'intérêt ils étaient à moins de 1%, et en effet, aujourd'hui, ils sont à 4%. Pourtant, aujourd'hui, pour moi, vraiment, c'est une meilleure période pour investir. Et d'ailleurs, j'en suis le reflet parce que j'ai pas beaucoup investi. Alors, moi, j'investis chaque année depuis plus de 30 ans, pratiquement 35 ans. Chaque année, j'investis, que les taux d'intérêt soient hauts, que les taux d'intérêt soient bas, que les prix soient élevés, que les prix soient bas. Peu importe, j'investis chaque année. Mais plus ou moins. Et j'ai relativement peu investi il y a 2-3 ans parce que le marché, en effet, était pas favorable aux acquéreurs. On pouvait pas négocier. Si vous voulez, il fallait se positionner. Il y avait un tel engouement pour l'immobilier suite au confinement qu'il fallait se positionner pratiquement dans la journée pour pouvoir acheter un bien immobilier. Il n'y avait pas de pouvoir de négociation. Sincèrement, c'est une période que j'aimais pas en tant qu'investisseur. Et alors que aujourd'hui, l'acquéreur retrouve du pouvoir et on peut négocier parce que le prix affiché, le prix que vous voyez affiché, c'est pas forcément le prix auquel vous allez acheter. Et aujourd'hui, sur certains biens, ce qu'on appelle les biens à défaut, eh bien, on peut négocier du 10, du 20, voire du 30%. De temps en temps, ça arrive même davantage sur des biens avec défaut par rapport au prix affiché. Et ça compense largement l'augmentation des taux. Et en plus, Eric, il faut savoir qu'on est quand même sur des taux qui commencent à être baissiers. Alors oui, ils sont élevés, mais ils commencent à baisser depuis le début de l'année. Je pense que la baisse va s'amplifier là dans les mois qui viennent. Donc La sincèrement, BCE fait une annonce au mois de juin, ouais. La BCE fait une annonce au mois de juin avec une prédiction à la baisse, sauf oui, événement extraordinaire. Le problème oui, des événements extraordinaires, c'est qu'il y a la guerre en Iran et qu'il y a le détroit d'Ormuz en Iran. Je fais un petit peu de géopolitique ici, où passe près de 40% des productions de pétrole et que si le conflit venait à s'envenimer, les prix du pétrole vont monter et les taux d'intérêt ne vont pas baisser quand le prix du pétrole augmente. Or, il est en train d'augmenter en ce moment. Donc, c'est la toute petite réserve, mais même dans le scénario du pire, même si la BCE descend pas ses taux, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel alors, faut pas calculer, il faut y aller alors deux choses. En effet, moi, quand j'investis, en effet, je regarde aussi la situation géopolitique. Et, mais aujourd'hui, toi, par exemple, si on parle de ce qui se passe en ce moment avec l'Iran, on voit, enfin, si on prend un peu de distance par rapport aux événements, on voit que finalement, les événements, ils sont pas si graves que ça et tout le monde calme le jeu, en fait. Hmm. Voilà, les Israéliens ont répondu de manière très soft. Bon, on a l'impression que l'Iran va pas répondre, donc, enfin, je me trompe peut-être, hein, mais je suis plutôt positif sur ce conflit mais c'est très personnel. Et donc, j'ai l'impression que les taux vont vraiment baisser, en effet, courant 2024. Donc, si ça baisse, bah, tant mieux. Maintenant, si ça baisse pas et que, en effet, les choses s'enveniment, et c'est aussi une possibilité, comme tu le disais, eh bien, à ce moment-là, l'immobilier devient une valeur refuge et on est bien content d'avoir l'immobilier. Enfin, comme toute valeur refuge, c'est bien d'avoir de l'or, c'est bien d'avoir peut-être des cryptos qui peuvent être également une valeur refuge à certains moments, mais également de l'immobilier parce que quand l'économie va mal et quand la situation internationale va mal, eh bien l'immobilier se valorise parce que les gens ont peur, donc ils ont plutôt tendance à acheter des valeurs refuges, dont l'immobilier. Donc dans tous les cas, je dirais que c'est bien de se positionner sur l'immobilier en ce moment.
En tout cas, et je peux me tromper bien évidemment, mais c'est ce que je fais moi personnellement parce que depuis quelques mois, j'investis massivement, vraiment. J'ai rarement autant investi dans l'immobilier, donc plusieurs millions d'euros. Donc on rentrera peut-être plus dans le détail tout à l'heure, mais c'est bien on reviendra dessus, mais c'est bien de se spécialiser dans l'immobilier. Alors nous, on a une spécialité. Moi, j'ai une spécialité qui est plutôt l'immobilier hôtelier, mais c'est une spécialité parmi plein d'autres. C'est pas pour ça qu'il faut que vous fassiez l'immobilier hôtelier, loin de là. Mais l'immobilier, c'est très large. Si vous voulez, l'immobilier, c'est des locaux commerciaux, c'est des bureaux, c'est des immeubles de rapport, c'est des biens immobiliers avec travaux, c'est de la surélévation, par exemple, d'immeubles, c'est de l'aménagement de combles, enfin, il y a plein L'investissement de choses. locatif. Oui, il y a plein de choses. Ouais, l'investissement locatif, du marchand de biens. Ce qui est important, c'est de choisir un créneau qui nous plaît, et ça, on peut y aller en effet intuitivement. Et puis, une fois qu'on a ce créneau, de se spécialiser, de vraiment devenir un spécialiste. Et moi, donc, j'image les choses donc avec notre exemple. Hein. Bien sûr, c'est juste pour que vous fassiez des ponts avec votre vie à vous. C'est pas très important ce que je fais, mais c'est juste que vous fassiez des ponts. Et moi, ma spécialité, parce que je suis arrivé vers l'hôtellerie donc de différentes manières, c'est l'immobilier hôtelier. Et dans l'immobilier hôtelier, c'est pareil, c'est très large, parce que l'hôtellerie, ça peut être des hôtels de 200 chambres, ça peut être de l'hôtellerie de chaîne, enfin, il y a plein de choses. Nous, c'est les boutiques hôtels, donc des petits hôtels entre 20 et 30 chambres, de charme, donc vraiment l'inverse de l'hôtellerie de chaîne. Et ça, on les développe. Et là, donc, on vient d'en ouvrir un sur Biarritz, donc il y a 15 jours, c'est tout récent, ça s'appelle l'hôtel Barnéa. J'en profite pour faire un petit peu de pub. T'as raison. Très bel hôtel. En tout cas, les premiers clients sont hyper satisfaits. On en a un en ce moment, donc je vous parle d'Espagne, et on va en ouvrir un donc en Espagne dans quelques mois. Il est en travaux actuellement, donc Pego. À Pego en Espagne, c'est entre Valence et Alicante. Un autre également qu'on a réservé donc sur Saint-Jean-de-Luz, donc on vient de le réserver, donc après il y aura des travaux. Et voilà, j'ai d'autres projets actuellement. Mais en ce moment, j'investis massivement. Pourquoi? Parce que j'en ai envie, mais parce que je pense que c'est un bon moment. Et vous voyez, sur la dernière acquisition qu'on a fait, là, que j'ai négociée il y a quelques semaines, sur Saint-Jean-de-Luz, eh bien, par rapport à la négociation, on a une baisse de prix précisément de 22%. Par rapport au prix affiché, on achète 22% en moins. Pourtant, on est au Pays Basque. Et je peux vous assurer qu'au Pays Basque, le marché est hyper dynamique. C'est pas facile de négocier. Donc, c'est pour vous montrer que aujourd'hui, c'est pas parce qu'un prix est affiché qu'on l'achète à son prix. Donc, il y a de belles affaires à faire. Et ça, cette opération-là, qu'on va réaliser sur Saint-Jean-de-Luz, on n'aurait pas pu la réaliser de la même manière il y a 1 an ou 2 ans. On aurait acheté beaucoup plus cher. Ça, c'est sympa. Voilà. Donc spécialisez-vous. Enfin, ça, c'est une des clés. Et puis, voilà, trouvez le domaine qui va le plus vous plaire. Voilà, Eric, j'ai perdu un peu le fil. Non, c'est bon, t'inquiète. Écoute, c'est passionnant. C'est une chance de pouvoir avoir quelqu'un qui nous dit, bah oui, il faut investir, contrairement à ce qu'on pourrait entendre autre part. Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse au persona que j'ai introduit en début de live, pour qu'on aille dans des choses concrètes. Là, je voudrais qu'on prenne 3 fois 10 minutes pour chacun de ces personas, et là, on s'adresse en fait aux jeunes, celui qui sort des études, qui vient d'avoir son premier job, qu'il soit entrepreneur ou qu'il soit salarié. Mais quel conseil tu lui donnerais aujourd'hui? Parce que les hôtels, ok, ça prouve que tu as investi massivement et qu'il faut le faire en 2024. Mais le jeune n'a peut-être pas les moyens de s'acheter un petit hôtel de charme pour démarrer. Or, il faut initier la machine. Donc aujourd'hui, compte tenu de ton expertise, par quoi en fait on devrait commencer? D'accord. Alors, pareil, je vais imager les choses. Ça me paraît plus simple avec mon expérience perso et l'expérience d'un de mes fils qui a la vingtaine, enfin un petit peu plus, qui vient de terminer ses études. Donc, ça veut dire que c'était valable il y a, je ne sais pas combien de temps, un peu plus de 35 ans, et c'est encore valable aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Enfin, en tout cas, une des possibilités, c'est de commencer à acheter sa résidence principale.
Je m'explique. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré. Alors, quand j'ai démarré, évidemment, il n'y avait pas les formations sur le web, il y avait très peu de formations, donc il y avait plus j'ai fait beaucoup plus d'erreurs. Mais en fait, pourquoi je me suis lancé dans l'immobilier quand j'ai commencé? Alors, ma famille était, bon, oui, ils étaient propriétaires de leur résidence principale, mais sans plus. J'avais personne qui était vraiment dans l'entrepreneuriat dans ma famille. Mais c'est quelque chose qui m'attirait et donc j'ai beaucoup lu. J'ai lu à l'époque il y avait ça, il y avait pas YouTube, mais il y avait la lecture. Et donc j'ai lu des livres d'entrepreneurs qui avaient réussi ou de grands entrepreneurs qui avaient réussi et qui m'inspiraient. Et je me suis aperçu, qu'un des points communs, c'était le fait qu'ils investissaient dans l'immobilier. Pratiquement tous. Les plus grandes fortunes investissaient dans l'immobilier et ça continue si on prend les Bernard Arnault, si on prend la famille Pinault, enfin, etc. Les, enfin bref, tous les grands entrepreneurs aujourd'hui font ça. Et donc, lisant ça, je me suis dit, bah, moi, je commence dans l'entrepreneuriat et pourquoi je ne ferais pas ça? Alors, la chance que j'avais, c'est que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, mais en même temps, j'avais un CDI. Donc, je suis allé voir la banque, j'ai acheté un appartement, donc aujourd'hui, ce serait l'équivalent de 40 ou 50 000 euros. Donc, c'est pas inaccessible, je dirais, pour un jeune d'une vingtaine d'années, 40 ou 50 000 euros. J'y ai habité, j'ai fait quelques travaux et je l'ai revendu avec une plus-value de peut-être l'équivalent aujourd'hui de 15 ou 20 000 euros. Puis après, comme j'avais un peu plus d'apport, bah, j'ai mis cet apport-là, j'ai fait une deuxième opération comme ça, que j'ai habité, etc., etc. Enfin, c'est comme ça, personnellement, que je me suis lancé. Et pour revenir à l'époque actuelle, donc j'ai certains étudiants Imosen, mais bon, pour parler de ma famille, pour moins parler de mes étudiants et plus parler de la famille, j'ai un de mes fils qui a terminé son école de commerce il y a 2 ans. Et la première chose qu'il a fait, donc il a eu son CDI, dans lequel il s'est formé aussi à l'immobilier, parce qu'il veut faire de l'immobilier. Donc, fort de ce, il va voir sa banque, et la banque lui dit, voilà, moi je peux vous prêter, avec les revenus que vous avez, je peux vous prêter à peu près 160 000 euros. Donc, il a dit, OK, il a cherché un bien, donc il a fait cette opération. C'est une première opération, donc 3-4 mois après avoir eu son CDI, il a trouvé le bien. Donc pareil, ce bien est devenu sa résidence principale. On va voir tout à l'heure que c'est un avantage. Il a fait des travaux, enfin il a fait faire des travaux à l'intérieur et il a revendu avec une plus-value, c'est du réel et c'est actuel, avec une plus-value de 90 000 euros. Donc ce jeune, alors aujourd'hui il a 23 ans, mais à l'époque il avait donc 21 ans. Au bout de 2 ans, quoi. Ouais, 21, 22 ans, oui, c'était il y a à peu près 2 ans. Et donc, quand il a fait ça, bah, il a récupéré les 90 000 euros, qu'il a refait, et là, il a refait sur une maison, la même opération, et là, il s'est mis avec son frère, avec un de ses frères. Ils ont acheté la maison en indivision, et toujours la même opération. Donc, une maison, donc ils sont dedans, là, actuellement. Alors, c'est un entrepôt, en fait. Ils ont un garage entrepôt qu'ils ont acheté. Donc là, il y a eu beaucoup de travaux qu'ils ont fait faire, mais ils n'ont acheté pas trop cher. Ils ont fait faire les travaux, ils la revendent, et là, ils vont avoir une plus-value. Donc ça y est, le compromis est signé. Donc c'est la deuxième opération qui se déboucle pour eux, avec une plus-value un peu plus de 150 000 euros. Donc ils se partagent en deux. Bon, ça fait 75 000 euros chacun. Bon, ça c'est actuel. C'est juste pour vous montrer, parce que de temps en temps, quand je parle de mon expérience d'il y a 30 ans, 35 ans, les gens se disent, ouais, mais toi, c'est OK, mais il y a 35 ans, c'était différent. Oui et non. Donc aujourd'hui, on peut encore le faire. Donc, la première chose pour un jeune qui démarre, ce que je lui conseille, et j'ai donc un certain nombre d'étudiants Imosen qui en effet la vingtaine, c'est d'avoir une petite capacité d'endettement. Ça, c'est important. Alors, ils peuvent l'avoir par un CDI, mais ils peuvent l'avoir également parce que par leur entreprise, s'ils se sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat, ou se faire aider de la famille. Mais on peut tout à fait acheter un appartement aujourd'hui à 30, 40, 50 000 euros, le valoriser un petit peu et le revendre. L'avantage quand on revend sa résidence principale comme ça, c'est qu'on est exonéré d'impôt sur la plus-value, et donc toutes les plus-values dont je vous ai parlé tout à l'heure sont exonérées d'impôt. Donc évidemment, l'effet de levier est encore plus important. Donc c'est une possibilité. Alors après, il y a d'autres possibilités. On peut aussi se dire, je vais acheter un parking, ou quelques parkings.
je vais acheter un garage ou quelques garages. Je vous dis ça quand on est tout jeune. L'important, c'est d'avoir les réflexes en fait liés à l'immobilier. Et qu'on achète un parking à 3 000 euros, un garage à 15 000 euros, 20 000 euros, ou un appartement à 40, 50 000 euros, c'est exactement le même raisonnement, le même principe. On va chercher à le valoriser d'une manière ou d'une autre et on va le revendre avec une plus-value derrière. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de faire le premier pas, de se lancer. Voilà okay. Ce que pour le jeune, ce que je dirais. Et il faut être innovant, c'est-à-dire que, alors oui, également une chose que je voudrais préciser. Ça, c'est pour les jeunes. Nous, nos enfants, on a 5 enfants, et nos enfants, on leur a jamais donné d'argent, ni prêter d'argent, on peut les dépanner sur quelques centaines d'euros, bien évidemment, s'ils sont dans la difficulté, ou quelques milliers d'euros, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nous qui leur avons acheté leur premier appartement, ou leur première voiture, ou leur première moto. Moi, je suis toujours parti du principe que quand on n'a pas d'argent, on trouve des idées. Et quand on favorise trop nos enfants, en fait, en leur donnant des milliers ou des dizaines de milliers d'euros, même si on en a la possibilité, c'est pas forcément leur rendre service. Et je peux vous assurer qu'au départ, nos enfants, ils ont râlé, ils disent ouais, mais regarde mon copain, ses parents, pour ses 18 ans, ils lui ont acheté une voiture, etc., etc. Bon, on a tenu bon. C'est pas qu'on pouvait pas, c'est qu'on voulait pas. Et aujourd'hui, tu as un fils qui vend des voitures, du coup. Oui, du coup, oui. Et donc, voilà, ça leur donne des idées, ils trouvent des solutions pour trouver de l'argent. Et donc, il y a plein de solutions possibles. Bon, alors, bien sûr, le salariat c'en est un. Avoir un CDI, c'est une solution, même si le CDI nous sert juste à lever un peu d'emprunt bancaire. Mais il y en a d'autres. Et à chaque fois, on trouve des solutions. Alors, on peut se faire prêter de l'argent, pas forcément des parents, mais de la famille ou d'amis, ou je sais pas. On peut lever de l'argent également par différentes plateformes. Enfin bon, il y a des possibilités. Mais en tout cas, il faut se lancer. Pour moi, c'est vraiment fondamental. Juste une question, tu conseilles quoi aux jeunes sur la durée d'emprunt? Il va au maximum de ce qu'il peut? Oui, aller au maximum, en effet, de ce qu'il peut, parce que s'il loue bien, bah, il va avoir ce qu'on appelle du cash flow, je vais vous expliquer. Et puis, s'il ne le loue pas parce que c'est sa résidence principale, eh bien, il a des mensualités assez faibles, donc ça ne grève pas non plus sa capacité de vie à côté. Juste le cash flow pour vous expliquer les choses. Souvent, on parle dans notre activité, on parle de cash flow, de générer un cash flow positif. Qu'est-ce que c'est? C'est la trésorerie, en fait. Et donc, si je prends un exemple d'investissement avec cash flow positif. Le cash flow, alors tiens, on va commencer par la rentabilité. La rentabilité, parce que alors souvent également, vous allez entendre parler de rentabilité, mon investissement à 10% de rentabilité, 15% de rentabilité, 5% de rentabilité. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. La rentabilité, c'est le loyer annuel divisé par le coût de revient de l'opération. Exemple, vous avez un loyer de 1 000 euros par mois, donc ça va faire 12 000 euros par an, et vous avez un coût de revient global de votre acquisition de 120 000 euros. Vous avez, je sais pas, 80 000 euros d'acquisition, vous avez 30 000 euros de travaux, et puis vous avez le solde de frais bancaires, de frais d'agent immobilier, etc. Donc ça fait 120 000 euros l'acquisition globale. Donc 12 000 euros de revenus locatifs divisé par 120 000 euros d'acquisition, ça fait 10%. Voilà, c'est ça la rentabilité. Et aujourd'hui, si vous voulez une bonne rentabilité, il faut que ça soit, enfin, pour moi en tout cas, c'est ce que j'invite à faire aux personnes que je forme, c'est d'avoir plus de 10% de rentabilité. Et on arrive tout à fait à avoir 10, 11, 12% de rentabilité, même en location nue. Ce qu'il faut savoir, c'est que les loyers ont fortement augmenté depuis le Covid, les loyers nus, hein. Alors, il y a également les loyers meublés, après, si on veut dynamiser un petit peu plus son investissement. Mais les loyers nus ont vraiment beaucoup augmenté depuis le Covid.
Parce que, en fait, on est dans une double crise aujourd'hui. On est dans une crise, je fais une parenthèse, Eric, mais ça me semble aussi important, puis après, je reviendrai sur le cash flow. On est dans une crise de l'immobilier et je vais m'expliquer, et dans une crise du logement. Crise de l'immobilier parce que c'est en effet parce que les taux d'intérêt ont augmenté, parce que c'est plus difficile de se faire financer, etc. Donc crise de l'immobilier, on est en train d'en sortir et donc baisse des volumes de l'immobilier. En effet, on est passé de 110 000 ventes dans l'ancien à peu près à 80-90 000 ventes dans l'ancien, donc baisse importante du nombre de transactions dans l'ancien sur les 2 dernières années. Mais le pire, c'est la crise du logement. La crise du logement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes, en général, ont du mal à se loger. Quand il y a une annonce qui sort, une annonce immobilière qui sort d'une agence ou autre pour un bien qui est à la location, il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de réponses dans les heures qui suivent. C'est du jamais vu, quoi. C'est du jamais vu. Donc, ça, c'est également important de le savoir parce que moi j'ai des amis, par exemple, qui ont mis quelques exemples, mais des logements en vente, en location, pardon, donc à Bayonne, là, tout récemment, et donc une annonce où il y aurait eu, je sais pas, quelques dizaines de demandes il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de demandes dans les 2 heures, quoi, avec des gens qui supplient pour avoir le logement. Donc, ça, c'est une vraie crise aiguë au niveau du logement. Pourquoi ? Parce que, en partie, pourquoi ? Parce que la construction neuve s'est complètement écroulée. C'est complètement écroulée. Elle a diminué de 30, 40, 50%, en fait. Moi, j'ai pas mal d'amis promoteurs immobiliers, donc, et je le vois, hein, ils sont tous dans la panade aujourd'hui. Donc, ils ne relancent pas globalement de nouveaux programmes neufs. Les programmes les programmes neufs qu'ils avaient en stock, ils cherchent à vendre leur stock. Mais dans tous les cas, cette crise du logement neuf, elle va durer peut-être 3, 4, 5 ans, parce que les cycles de l'immobilier dans le neuf sont très longs. Donc, même si l'immobilier repartait dans le neuf, on va dire, même si ça repartait en 2025. Je suis même pas sûr que ça reparte. Mais admettons que ça reparte le neuf en 2025. Eh bien, le temps que les promoteurs immobiliers trouvent des terrains, se fassent financer, déposent le permis de construire, obtiennent le permis de construire, construisent, etc., il y a un délai de 3, 4, 5 ans, ce qui fait qu'on va commencer à reproduire vraiment du logement neuf dans 3, 4, 5 ans. Ce qui est exceptionnel pour les investisseurs immobiliers dans l'ancien. Moi, je suis un investisseur immobilier dans l'ancien. Je vous invite également à investir, bien évidemment, dans l'ancien et pas dans le neuf. Mais si vous investissez dans l'ancien, sincèrement, il y a un créneau là sur les années qui viennent. Il y a un vrai boulevard. Donc, voilà. C'était la parenthèse sur la crise du logement. Donc, la crise du logement, pour moi, on n'est pas prêt d'en sortir. En revanche, la crise immobilière, oui, je pense qu'on va en sortir donc assez rapidement parce que les taux commencent à baisser et je pense que on le ressent. Hein, moi, j'ai des antennes donc dans différentes régions de France, avec des agents immobiliers, etc. Et tous me disent là depuis le début de l'année que ça frémit, il y a plus de visites, il y a plus d'offres, il y a plus d'acquisitions, etc. Enfin voilà, ça repart. On sent que ça repart. Voilà. Donc pardon pour la parenthèse, et je reviens donc sur mon cash flow. C'est pas trop m'écarter. Souvent, oui, donc dans notre activité d'investisseur immobilier, on parle de cash flow. Il faut avoir du cash flow positif. C'est quoi ? C'est la différence entre le loyer et l'ensemble des charges. Donc, si vous avez un loyer annuel, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, de 12 000 euros par an, par exemple, de loyer, et que vous avez des charges qui vont être… Alors, les charges, c'est quoi ? Ça va être le remboursement de l'emprunt, ça va être remboursement de l'emprunt, ça va être les charges d'assurance, les frais de copropriété, voilà, des choses comme ça. Enfin, toutes les charges, la taxe foncière, toutes les charges que vous pouvez avoir. Pardon ? Les travaux ? Alors, les travaux, je le mets dans le coût de revient. Je les mets avant. Là, non, je les suis travaux vraiment après, dans le cycle d'exploitation. je suis vraiment dans le cycle d'exploitation, là.
Les travaux de quand tu dois repeindre au changement de Ah oui, locataire, enfin toutes ces conneries-là ok. qui à chaque fois viennent rajouter un billet quand même. Ok, tu as raison, l'entretien, on va dire. Voilà. Ouais, tout à Mm. fait. Tout à fait. Ouais, l'entretien, ouais, exactement. Admettons, alors je fais simple, mais admettons que toutes ces charges, ça représente 10 000 euros par an. Eh bien, 12 000 euros de loyer, 10 000 euros de charges par an, ça fait donc 2 000 euros de trésorerie qui va vous rester chaque année. Et ça va être ce qu'on appelle le cash flow positif. Et pour avoir un cash flow le plus positif possible, eh bien, et c'est pour répondre à une de tes questions, Eric, il faut faire un crédit le plus long possible, parce que l'échéance de prêt sera plus faible, et donc on a intérêt à faire avoir des remboursements les plus faibles possibles pour avoir le cash flow le plus important possible. Donc c'est vraiment incroyable l'immobilier parce que vous allez juste mettre 10% d'apport, on va dire, pour l'opération. Tout le reste, ça va être financé par la banque et donc par les locataires. Et en plus de ça, vous allez avoir un cash flow positif donc de quelques centaines d'euros chaque mois. Donc voilà, enfin, Mm. pour moi, ça a vraiment que des avantages. Et ça, bien sûr, si on commence, il faut mieux commencer. Alors, on peut commencer à n'importe quel âge. Hein. Moi, j'ai certains étudiants qui ont plus de 60 ans et qui se mettent à l'immobilier. Et c'est OK, ça pose pas de difficulté. Mais c'est vrai que quand on commence à 20 ans, bah, c'est plus sympa parce que les réflexes, on les a plus tôt. Et puis, si on fait des opérations pratiquement chaque année, même si c'est des petites opérations, bah, c'est vrai qu'à 30 ans, ça permet d'avoir un beau patrimoine, à 40 ans encore plus gros, etc., etc. Et donc, d'avoir la liberté financière, ce qui est quand même sympathique, Mm. c'est-à-dire de travailler si vraiment on a envie de travailler. Mm. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Bon, je lis les questions en même temps dans le chat avant de passer au deuxième persona et merci déjà pour tout ce que tu nous as donné. Ça impose quand même, dans l'exemple que tu as donné, notamment avec ton fils, de loger dans l'appartement. Oui, alors ça, c'est une opération résidence principale d'achat-revente. Parce que tu me posais la question comment démarrer. Donc, une des possibilités, c'est de démarrer par l'achat-revente de sa résidence principale. Oui, donc là, bien sûr, on ne touche pas de loyer. Mais par contre, il ne paye pas non plus de loyer. Mais ce qu'on peut faire également, c'est en effet louer, c'est acheter un bien pour le louer, alors un parking, un garage ou un petit appartement pour le louer. Et là, ça fera du revenu locatif et du cash flow. Donc en fait, avant de passer à la deuxième persona, c'est... Donc là, on a parlé essentiellement du salarié. Et tu as donné un point d'entrée qui peut être un frein, le CDI. Même si on se faisait un CDI et qu'après on ne l'avait pas. Et donc, pour moi, je vois deux grandes difficultés. Un, c'est l'idée de se lancer, comme dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire à un moment donné de se dire, je libère du temps pour me consacrer à l'investissement immobilier, à la fois sur la formation, à la fois sur les recherches, à la fois sur le réseau, et donc une charge mentale en fait supplémentaire par rapport à la charge mentale que tu peux avoir dans ton travail. Donc ça, c'est une première difficulté avec laquelle il va falloir shifter. Et puis, il y a la difficulté de convaincre la banque d'avoir une capacité d'emprunt, d'avoir à minima ces 10% d'apport, bon, ok, mais après, que la banque nous suive. Et là, on arrive sur la deuxième persona, c'est-à-dire c'est le jeune ou le moins jeune qui n'a pas de CDI, qui est entrepreneuriat, qui a une activité professionnelle, on sait comment, avec des hauts et des bas, comme on dit, et donc avec souvent des revenus, on a vu que le revenu moyen d'un entrepreneur en France était en dessous du SMIC. Donc, comment on fait dans ces cas-là? C'est la même stratégie où il Alors, faut ruser, où t'as des tips à partager. bon, le sujet est hyper intéressant, il peut être large parce que ne pas avoir, quand on est entrepreneur et qu'on a des revenus, voire pas de revenus d'ailleurs, la première année, les 2 premières années, quelque part, c'est normal. Enfin, moi, c'est pareil, quand j'ai commencé, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai pas eu de revenus pendant quelques temps, et ça, c'est tout à fait normal. En revanche, quand ça dure, bon, là, ça interroge. Enfin, c'est pas le sujet du jour, mais là, ça interroge. C'est peut-être qu'il faut changer son approche, c'est peut-être qu'il faut, enfin, je sais pas, il faut modifier, pas modifier ses buts, mais peut-être modifier un peu le chemin et en tout cas se poser des questions. Tu vois, si au bout de 4 ans ou 5 ans, on gagne 1000 euros par mois toujours avec la même entreprise, bon, il y a quelque chose qui va Mm. pas. L'entreprise peut être bonne, mais peut-être sur la manière d'entreprendre. Bon, ça, c'est juste une parenthèse. Euh,
Après, pour répondre à ta question, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui sont en transition, des personnes qui sont en transition professionnelle, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui se lancent en tant que thérapeute, qui se lancent en tant que coach, qui se lancent, bon. Et donc cette transition, bah oui, c'est vrai qu'on n'a pas de capacité d'endettement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça se comprend. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Une chose assez simple qu'on peut faire à ce moment-là, c'est on crée une SCI. Une SCI, c'est une société civile immobilière, ou une société avec un proche qui, lui, a une capacité d'endettement. Donc, si on est jeune, bon, bah, souvent, c'est les parents. Donc, les parents peuvent peut-être s'associer avec avec les enfants. C'est l'enfant qui, lui, a vraiment envie, en effet, de se créer un patrimoine. Donc, qui va faire l'opérationnel, c'est lui qui va trouver le bien, c'est lui qui va, enfin, s'occuper vraiment de tout le côté opérationnel. Et puis, le parent, bah, lui, il va apporter sa capacité d'endettement via la SCI. Donc, l'idée, c'est qu'au départ, la personne, qui n'est pas forcément jeune d'ailleurs, hein, mais la personne qui n'a pas beaucoup de revenus soit peut-être à 10 ou 20% dans la société, au capital de la société. Celui qui a les revenus soit à 80%, par exemple. Et puis, quand le prêt est obtenu, bah, à ce moment-là, la personne qui est à 80% diminue, donc reste actionnaire, mais reste actionnaire, passe de 80% à 20% d'actionnariat, et puis l'autre personne monte en actionnariat. Ça peut se faire. Il faut juste trouver une personne de confiance, bon, et qui a une capacité d'endettement. C'est pour ça que je parle de la famille, parce que c'est le plus simple. Bon, mais ça peut être aussi d'autres personnes. Pour les personnes qui veulent se professionnaliser, par exemple. Alors là, bon, c'est autre chose, mais j'en parle quand même, Eric. À une autre échelle, on va dire, moi, j'accompagne des personnes qui se professionnalisent dans l'immobilier, donc des marchands de biens, par exemple. Et en fait, ce qu'ils font, parce qu'un marchand de biens, il a besoin de trésorerie, en fait, pour lancer de nouvelles opérations, de nouveaux projets. Et bah, au bout du deuxième ou troisième opération qu'il a en parallèle, souvent il a besoin de trésorerie. Donc, ce qu'il fait, c'est que il va s'associer de la même manière avec quelqu'un. Alors là, c'est pas forcément quelqu'un de la famille, ça peut être juste quelqu'un qui a du cash. Et aujourd'hui, en France, bah, il y a beaucoup de gens qui ont du cash, qui ont de la trésorerie sur des contrats d'assurance vie ou autres, qui rapportent pratiquement rien, qui vont peut-être être très contents de le mettre avec le marchand de biens. Donc, ils vont s'associer tous les deux. Donc à 50-50, par exemple, il y en a un qui met l'argent et l'autre qui travaille, enfin qui fait l'opérationnel, qui source l'opération, qui trouve l'opération, qui s'occupe de la revente. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'association, c'est valable pour quelqu'un qui a vraiment pas d'argent et qui démarre, mais ça peut être valable également pour quelqu'un qui se professionnalise, toi, à une autre échelle. Voilà. Donc, alors moi, je suis pas hyper favorable aux associations comme ça sur du long terme. C'est-à-dire que si on fait des investissements locatifs de longue durée, s'associer avec quelqu'un qui n'est pas de la famille, bon, je suis pas hyper fan parce que voilà, on peut tellement avoir des objectifs de vie à certains moments qui changent que je suis pas hyper fan. Par contre, s'associer sur une courte durée, sur une opération de marchand de biens qui va durer 1 an, 2 ans, oui, là, il n'y a pas d'impact. Tu vois, c'est une association qui va durer peu de temps et voilà. Et tout le monde s'y retrouve. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop. Je suis pas trop énervé. Tu as donné une voie à explorer à toutes les personnes qui pourraient être dans cette situation-là. Le dernier point qu'on va aborder ensemble, c'est une personne qui a des revenus satisfaisants, qui aurait, mettons, 300 000 euros de côté. Vers quoi tu l'orienterais aujourd'hui dans l'immobilier? Est-ce que tu lui dirais fais du marchand de biens? Tu vas me dire ça dépend de son objectif. C'est pas un objectif. C'est pas un objectif à court. On n'a pas besoin de faire du rendement, de libérer de l'argent tout de suite. C'est 300 000 euros à placer avec un rendement. Il faut que je te donne un objectif, sinon ça n'a pas de sens ma question. Mais voilà, l'idée c'est j'ai 300 000 euros. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je pourrais en faire dans l'immobilier d'intelligent? Est-ce que c'est trop vague ma question? Non, c'est une bonne question. Après, oui, il faudrait rentrer un peu plus dans le détail. C'est-à-dire que est-ce que c'est des personnes qui ont déjà de l'immobilier ou pas? Si
on peut peut-être distinguer les personnes qui n'ont pas du tout d'immobilier et qui ont 300 000 euros à investir et des personnes qui ont déjà de l'immobilier qui veulent aller plus loin. Je vais commencer, puisque ça peut intéresser, là je vais vraiment plus loin, mais ça peut donner une vision aussi à certaines personnes. Admettons, donc pour revenir à ta cible, c'est un entrepreneur qui a déjà du succès, qui gagne de l'argent, limite il a 300 000 euros ou pas, mais en tout cas il a une bonne capacité d'endettement parce que son activité professionnelle, elle génère de l'argent. Moi, donc là, je vous donne juste la vision, enfin pour ceux qui démarrent, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec l'immobilier. À ce moment-là, moi, je conseillerais à cet entrepreneur qui a peut-être une holding ou pas, mais s'il n'a pas de holding, je lui conseillerais de créer une société holding au-dessus de son entreprise, par exemple, sauf s'il a déjà une holding avec plusieurs entreprises, mais admettons qu'il ait une entreprise qui fonctionne bien, une entreprise de conseil ou une entreprise, un business quelconque qui fonctionne bien. Mais il n'est pas structuré avec holding, etc. Donc, je conseillerais de créer une holding, de remonter les résultats de sa société qui fonctionne bien en partie dans la holding. Donc, la holding va avoir une société, une fille en fait, qui va être la société qui tourne bien, mais elle peut également créer une autre fille qui va être une société qui va faire des investissements, par exemple, en longue durée, et puis une autre fille qui va faire des investissements en effet achat-revente. Voilà, j'élargis un petit peu. Et l'avantage, en fait, de ça, c'est que la capacité d'endettement de l'entrepreneur va être décuplée parce qu'il a une capacité d'endettement grâce à son entreprise qui fonctionne bien. Il va remonter en plus du résultat, donc des dividendes, sur sa société holding. Et en fait, le banquier, il va plus regarder la rémunération, le salaire de cet entrepreneur. Il va regarder uniquement les résultats de sa société ou de son groupe de sociétés. Et là, ça va permettre d'aller beaucoup plus loin, en fait. Ça va permettre de faire beaucoup plus levier, c'est-à-dire que plutôt que d'investir, je sais pas, 100 000 euros chaque année, par exemple, dans l'immobilier, ben, il va investir peut-être 500 000 euros chaque année ou 1 million d'euros chaque année parce qu'il aura de la trésorerie dans son groupe de sociétés et parce qu'il aura une capacité d'endettement liée à son activité qui fonctionne bien. Tu vois, et donc, ça va permettre d'avoir un gros patrimoine, en fait, assez rapidement. Moi, c'est parce que tout à l'heure, en effet, tu disais au départ que j'ai eu jusqu'à 1000 biens. Oui, on pourrait se poser la question comment. Ben, c'est grâce à ça. C'est parce que à un certain moment, j'ai eu une entreprise qui fonctionnait très bien. Et donc, le banquier ne regardait plus mes revenus perso. Il s'en fichait. Il regardait juste les revenus de mon entreprise. Et comme il y avait des bénéfices, il m'a prêté de l'argent. Et j'ai fait levier au maximum avec la banque. En fait, une des clés de ce succès, ça a été d'aller au maximum de ma capacité d'endettement, quasiment, enfin, en permanence pendant une dizaine d'années, d'aller au maximum de ma capacité d'endettement, qui a été décuplée par le montage juridique dont j'ai parlé. Donc, quelqu'un qui a déjà du succès, voilà, à la limite qu'il ait du cash ou pas, c'est pas tellement le problème, mais voilà, je l'aurais incité à créer une organisation, voilà, optimum pour gérer son patrimoine et pour se créer un patrimoine important. Parce que si cet entrepreneur qui a déjà du succès, en plus de ça, il peut se bâtir un patrimoine de plusieurs millions d'euros, donc en plus qui va se financer grâce à l'emprunt et qui va même lui dégager du cash flow positif, bah, je dirais que voilà, c'est le paradis parce que le jour en effet où éventuellement il aura une difficulté dans son entreprise, bah, peu importe s'il a une difficulté dans son entreprise parce qu'il y aura les biens immobiliers qui prendront le relais. Ok, parfait. Merci pour cette réponse. Et maintenant, donc, mettons, on a créé le véhicule. Et vers quoi, et on va finir par ça, ce live, vers quoi tu conseilles d'aller en 2024 dans les différentes possibilités d'investissement immobilier. Alors, alors, j'ai compris, pas l'hôtel Richard parce que tu es déjà dessus. Non. La question, si tu veux, il n'y a pas de réponse absolue en fait. Ça serait trop simple en fait. Si je disais, voilà, vous commencez l'immobilier,
Vous investissez d'abord dans des parkings, et puis ensuite dans des garages, et puis ensuite dans un petit studio, et puis ensuite dans un plus grand. Et puis, non. Alors, vers Non. quoi tu conseilles pas alors, peut-être, déjà? Oui, alors déjà, je peux y répondre. Et puis après, quand même, je vais préciser mon idée. Mais oui, je peux y répondre. Évitez aujourd'hui l'immobilier commercial, les murs de boutique. Évitez, pourquoi? Parce que le développement d'Internet, parce que, bon, je ne rentre pas dans le détail, parce que ça va être un petit peu long, mais évitez les murs commerciaux, sachant que c'était le Graal. Le Graal de l'investisseur immobilier il y a 15 ans, il y a 15-20 ans, c'était les murs de boutique. Aujourd'hui, c'est fini. Donc, tout change. On s'adapte simplement. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour faire court, je déconseille vraiment d'acheter des murs de boutique, des murs commerciaux. Évitez également les murs de bureaux. Donc ça, il faut éviter. Évitez également d'acheter des biens immobiliers dans des grandes villes parce que la rentabilité est trop faible. Vous achetez dans le centre de Paris, dans le centre de Bordeaux, dans le centre de Lyon, dans le centre de Marseille, etc. Je le déconseille parce que là, tout à l'heure, je parlais de rentabilité de 10% et plus. Là, vous allez avoir des rentabilités de 5-6%. C'est pas suffisant. Donc, c'est pas là où vous ferez les bonnes affaires. Maintenant, juste pour revenir à ta question d'origine, Eric, c'est dans quelle direction il faut aller en 2024? Je reviens au point de départ, c'est-à-dire qu'en fait, tout dépend de vous, tout dépend de qui vous êtes, tout dépend de ce que vous avez envie de faire, tout dépend. Est-ce que vous avez, par exemple, parce que voilà, vous le sentez bien simplement, vous avez envie d'aller vers la location courte durée, la location meublée courte durée, Airbnb ou autre, pourquoi pas? Il faut être prudent par rapport à ça parce que aujourd'hui on voit qu'il y a pas mal de levée de boucliers contre Airbnb, contre la location courte durée, parce qu'évidemment, ça pèse sur le marché locatif long terme. Mais bon, pourquoi pas, mais il faut y aller prudemment. La colocation également peut être une bonne chose. Ça peut être des logements atypiques. Moi, je suis, par exemple, dans mes formations et entre autres en mentorat, je suis des personnes qui sont en train de se professionnaliser ou qui sont déjà des professionnels qui ont du succès ou qui sont en train d'avoir du succès. Et pourtant, certains, ils font juste des immeubles de rapport. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils veulent, c'est juste de la rentabilité, du 10, 11, 12, 13% de rentabilité. Ils s'en foutent du reste. Pourquoi pas? Bon, ça fonctionne. Mais j'en ai d'autres, ils sont beaucoup plus créatifs, ils ont un côté un peu plus artistique et ils se lancent dans le logement atypique. Le logement atypique, c'est des cabanes Les dans love les rooms. arbres, les love rooms, les cinéma rooms, enfin bon, etc. Et ça fonctionne. J'en ai d'autres, ils se lancent dans les gîtes meublés à la campagne. Ça fonctionne. Bon, bref, il y a plein de possibilités. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vérité. Tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous êtes plutôt créatif, plutôt gestionnaire, plutôt décoration? Est-ce que vous aimez le haut de gamme? Est-ce que vous en fichez? Parce que le haut de gamme aussi, ça peut être bien, mais le populaire, ça marche aussi très bien. C'est autre chose, c'est d'autres réflexes, c'est d'autres. Voilà, simplement, il faut prendre son temps, regarder en fait ce qui nous motive, et puis à partir de ce moment-là, eh bien, vous déterminez une stratégie, et puis vous avancez. Il faut se former. Oui. Ok, merci Ludo pour toutes ces informations. Si tu me l'autorises, je voudrais te poser quelques questions supplémentaires qui nous viennent du chat. Donc, j'ai une question ici. Est-il plus intéressant de placer sur des SCPI ou sur l'achat d'appartements? Avantage SCPI, on ne s'occupe de rien, versus appart, il faut gérer ou déléguer, ce qui a un coût supplémentaire. Alors là, je suis assez catégorique. Enfin, c'est pas récent, mais j'ai toujours été comme ça, heureusement. Éviter les SCPI, éviter les produits gérés, puisque les SCPI, il faut. Alors, et d'ailleurs, bon, les faits me donnent raison aujourd'hui. Enfin, même si ça fait des années que je les conseille d'investir dans les SCPI. C'est-à-dire quand il y a une crise de l'immobilier un petit peu comme aujourd'hui, eh bien, on a du mal à sortir des SCPI. Et donc moi, j'ai des étudiants qui concrètement aujourd'hui ont mis en vente leur part de SCPI, ils n'arrivent pas à sortir parce qu'il n'y a pas d'acheteur en face. Et s'ils arrivent à sortir, c'est avec des décotes très importantes. Donc non, c'est hyper important.
d'acquérir en effet son bien immobilier en propre, en totalité, et d'éviter les SCPI et les produits gérés, etc. J'ai une autre question. Donc, j'ai une question, si on n'est pas entrepreneur mais salarié, mais je pense qu'on y a répondu en début de live, il faudra écouter le replay. C'est plus rentable d'investir en tant que marchand de biens ou en locatif? C'est pas la même rentabilité, mais C'est ça, c'est ça. C'est pas la même rentabilité. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de faire les deux, parce que le marchand de biens va vous donner de la trésorerie, donc immédiate. La rentabilité va vous donner du patrimoine à moyen et long terme que vous allez conserver. Donc l'idéal, c'est de marier les deux. Pour moi, le professionnel, la personne qui veut vivre de l'immobilier doit marier les deux. C'est idéal. ok, ça permet de faire un équilibre. Et une dernière question, est-il rentable d'investir dans les vieux châteaux pour les transformer en hôtels? Eric, il rigole parce que Eric et Sandrine ont été des intervenants dans mon premier séminaire Imosen. Eric a eu la gentillesse de nous faire une conférence et Sandrine est intervenue ici aussi. Et le premier séminaire Imosen que j'ai fait avec mes étudiants, en fait, c'était dans un de nos hôtels qui est un ancien château. Et comme Eric le sait, c'est le pire investissement que j'ai fait. C'est voilà, donc c'est joli. Donc on est à côté de La Rochelle. Hein, c'est un château qui est juste à côté de La Rochelle, qui est joli, qui est sympa, etc. Mais qui n'est absolument pas rentable. Et d'ailleurs, voilà qu'on va certainement vendre. Donc, je déconseille aujourd'hui d'investir dans des vieux châteaux, les transformer en hôtels, parce que les coûts, en fait, d'immobilier sont faramineux. C'est-à-dire que, parce que même un château, en fait, un château, quand on voit un château, ils sont pas très chers, les châteaux. Même si vous voulez en faire une résidence où y habiter, c'est pas si cher d'acheter un château. En revanche, les coûts d'entretien, les coûts de rénovation, de réhabilitation sont faramineux. Et ça, bon, donc si vous voulez faire la rentabilité, alors attention, si vous aimez la vieille pierre et si vous voulez vous faire plaisir, pourquoi pas. Mais si on parle de rentabilité, non. Ok, c'était été marrant cette question du fait. Euh, Dernière chose, si on a besoin de rentrer en contact avec toi, si on a besoin de suivre tes mentorats, tes formations, on peut te retrouver. Alors bien sûr sur Shift, on peut prendre ton contact. Vous avez la vignette dans les experts et vous allez trouver Ludovic et vous pouvez lui envoyer un message en direct. C'est peut-être pas Ludo qui répondra, mais les personnes qui travaillent avec lui. Mais en tout cas, vous pouvez toujours essayer. Sinon, s'ils veulent travailler avec toi, te rejoindre, ils font comment? Oui, oui, oui. Non, non, on répond à tout. Hein. Si, je réponds aussi souvent personnellement. Ok. Non, non, on répond à tout parce que justement, je veux pas traiter mes accompagnements de manière industrielle. En tout cas, pas aujourd'hui. Tout peut changer, mais aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire que chaque personne que j'accompagne, je connais sa situation, j'ai échangé avec lui, etc. Et pour moi, c'est vraiment important. Et j'avoue vraiment que ça me nourrit. Parce que moi, je fais pas, enfin, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais je fais pas d'accompagnement pour l'argent. Je dis pas que les formations qu'on fait sont gratuites, c'est pas ça, mais je fais pas d'accompagnement pour gagner de l'argent. J'en fais parce qu'il faut être juste, il faut équilibrer les choses. Mais j'en fais parce que ça me fait plaisir, parce que ça donne un sens à ma vie, parce que j'aide des personnes aussi à changer de vie, à trouver la liberté financière, à se professionnaliser, etc. Et sincèrement, j'aime ça. Voilà. C'est pour ça que c'est pour ça que je le fais. Donc oui, oui, on y répond. Donc oui, sur Shift, c'est parfait, mais vous pouvez également me rejoindre sur la chaîne YouTube Ludovic Bréant, vous pouvez me laisser un commentaire. Vous pouvez aller sur Ludovic Bréant, donc Bréant avec un T à la fin, sur notre site internet, et puis vous laissez un message. Enfin bref, dans tous les cas, on vous répond. Et oui, si vous avez envie d'un accompagnement, alors nous c'est assez large, mais que vous débutiez ou vous souhaitiez vous professionnaliser, on a en effet une palette de formations qui peuvent répondre à vos souhaits. Donc dans tous les cas, c'est avec plaisir. Et Eric, j'en profite. Enfin, tu n'as peut-être pas tout à fait terminé, mais je voudrais juste avoir un petit mot avant de terminer. Vas-y, c'est toi qui as le Non, micro, je peux pas te le couper. je voulais juste, Enfin, si je non, pourrais, mais je voulais juste te remercier parce que je trouve que ce que tu fais sur Shift, bien sûr que je suis cette
aventure, hein, qui est une nouvelle aventure, de près, et je trouve que c'est vraiment, vraiment extraordinaire. C'est un très, très gros boulot. Je pense que tu dois beaucoup investir ton énergie dedans parce que tu y crois et tu as vraiment la volonté d'aider aussi de cette manière, Eric. Et vraiment, je voulais te remercier là-dessus et te féliciter. Parce que voilà, c'est pas tout le monde qui peut mettre en place une telle organisation. Et donc, vraiment, merci pour ce que tu fais et pour ce que tu apportes à tout le monde. Bah, merci, ça me touche. C'est vrai que c'est énormément de travail. Après, je suis pas tout seul. Je commence à avoir une petite équipe de jeunes, mon fils en tête derrière. Et puis tu es là aussi, tu me soutiens. Donc ça me fait plaisir. Merci Ludo, il est temps de clôturer. On en refera d'autres. On donne rendez-vous, on en fera d'autres. On ira peut-être sur d'autres points, pas tout de suite, mais on replanifiera parce que c'est sympa et je pense qu'on a effleuré beaucoup de choses. Mais voilà, je pense on peut aller plus loin. Et puis, qui sait, dans 6 mois, l'immobilier se sera peut-être transformé aussi. Donc, il faudra réactualiser tout ça. Merci Ludo. Je remercie à tous ceux qui sont dans le chat de vos échanges, tous ceux qui nous regardent en replay sur la chaîne de podcast ou sur les lives LinkedIn, etc. Je vous salue. N'hésitez pas à rejoindre le club Shift. Vous trouverez le lien forcément en description de ce podcast, de cette vidéo ou en commentaire sur le post LinkedIn. Rejoignez-nous. On est vraiment un club d'entraide, de soutien. Vous allez apprendre énormément de choses. Et c'est pas juste une formation que vous allez suivre ou pas suivre pendant 1 semaine ou 2 semaines. On va vous accompagner sur 1 an complet. Et puis, si vous avez envie de renouveler, on fera ça l'année prochaine et on fait tout ça vraiment pour un prix qui est, vous allez halluciner par rapport à aujourd'hui, ce qu'on pourrait vendre un coaching en one-to-one, etc. Donc, regardez, prenez les renseignements, regardez ce que les gens disent du club, contactez-les en direct et rejoignez-nous. Naviguant vers l'horizon d'un futur sans frontières, où chaque rêve détient le potentiel de devenir réalité, Shift se révèle comme l'architecte de votre succès entrepreneurial. Reconnaissant la diversité des aspirations de chacun, Shift vous offre 3 formules personnalisées, chacune étant une clé ouvrant la porte de votre épanouissement et de votre réussite professionnelle. La formule Influence. Pour seulement 9,90 € par mois, nous vous délivrerons 5 publications LinkedIn par semaine qui vous correspondent, que les gens liront, qui feront briller votre expertise et qui multiplieront rapidement la taille de votre audience. Grâce à notre technologie d'intelligence artificielle, cette formule vous garantit une présence remarquée et remarquable en vous fournissant systématiquement un contenu qui capture l'intention et nourrit l'engagement en seulement quelques secondes par jour. De la création automatique de votre calendrier mensuel de publication à l'accès à une communauté de soutien dynamique, Influence est la formule dont vous avez besoin pour élargir votre réseau et faire du business avec aisance sur LinkedIn. La formule crypto, facturée à 490 € par année, vous donnera l'accès à 2 formations exclusives, des lives d'analyse hebdomadaires, un coaching et suivi personnalisé, ainsi qu'un espace de discussion et d'entraide. Cette formule vous permettra d'investir et de multiplier votre capital grâce à des stratégies long terme uniques et innovantes. Développez votre richesse à coup sûr grâce à cette formule. La formule Ascension, disponible à 99 € par mois, est le sommet de l'accompagnement personnalisé. Outre tous les avantages des formules Influence et Émergence, Ascension vous ouvre les portes d'un coaching personnalisé, d'une bibliothèque de formation spécifique et d'une marketplace exclusive pour élever votre business à un niveau supérieur en un temps record. En rejoignant Shift, vous accédez non seulement à une base de connaissances, mais vous rejoignez également une communauté bienveillante de visionnaires, de leaders et d'innovateurs. Ensemble, nous partageons, nous collaborons et nous créons notre avenir. Que vous soyez à la recherche de compétences de pointe, de perspectives nouvelles ou simplement d'inspiration, Shift vous fera basculer vers un monde de possibilités infinies. Ne restez pas seul sur le long chemin de l'entrepreneuriat. Rejoignez la communauté Shift aujourd'hui et faites partie des shifters et shifteuses qui façonnent leur futur. Ensemble, transformons le potentiel en réalité, l'ambition en action. Êtes-vous prêt à faire le shift ?